Maintenant, je vais passer la parole au docteur Catherine Lambert, qui est hématologue au Clinique Saint-Luc et qui a une expertise dans les maladies hémorragiques et qui va vous montrer, partager avec vous cette vue beaucoup plus globale de l'hémophilie. Je me suis axé sur ce qu'on fait en Belgique, mais je crois qu'on a tout intérêt à regarder au-delà des frontières et au-delà des continents. Voilà, bonsoir à tous. Donc après cette brillante introduction, je vais essayer de continuer dans la lignée en vous parlant de l'hémophilie à travers le monde. Alors, c'est un exposé qui sera axé sur plusieurs points. Et je vais d'abord commencer par vous expliquer un petit peu le nombre de patients. Monsieur Hermans l'a déjà introduit. Il y a environ 350 000 hémophiles dans le monde. Un enfant masculin sur 5 000 qui naît est atteint d'hémophilie. Et la prévalence dans la population, c'est-à-dire le nombre de personnes par pays, est d'environ 1 sur 12 000 patients. L'hémophilie touche tous les pays du monde. Il n'y a pas spécialement de pays qui est épargné ou plus touché que les autres. Alors, 350 000 hémophiles dans le monde, mais vous voyez, ça ce sont les données de la fameuse Fédération mondiale de l'hémophilie, qui est donc le plus grand bureau de recensement aussi des cas d'hémophilie. Quand vous voyez ici toutes les formes d'hémophilie A et les formes d'hémophilie B, vous n'arrivez pas à 350 000 personnes recensées dans le monde. En Belgique, sur un peu plus de 3 000 patients qui sont atteints de maladie de la coagulation, parce qu'il y en a plusieurs, un peu plus de 1000 patients sont atteints d'hémophilie, que ce soit des formes sévères ou moins sévères. Alors sur cette diapositive, on pourrait croire que le nombre d'hémophiles dans le monde ne fait qu'augmenter et qu'à terme, beaucoup de gens deviendront hémophiles. En réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on détecte de plus en plus les patients hémophiles dans le monde et que c'est pour ça que donc leur nombre ne fait qu'augmenter mais devrait un jour atteindre, on l'espère, les 350 000 patients. Ça voudrait dire qu'on a identifié clairement tous les patients. Cette diapositive représente le nombre de patients hémophiles représentés dans quelques pays que j'ai choisis. Ce sont aussi des données qui nous viennent de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Et de nouveau, vous me direz, mais comment c'est possible dans un pays comme l'Inde, avec le nombre de personnes qui vivent là, il y a quasi autant de patients hémophiles qu'aux États-Unis. Et par exemple, en Chine, en vert, et au Brésil, en mauve, vous savez que la majorité des personnes qui vivent sur cette terre sont chinoises. Eh bien, de nouveau, c'est lié au problème du manque de diagnostic dans certains pays. Et donc, les pays où on a un niveau de santé qui nous permet de recenser les patients montrent bien sûr un nombre de patients hémophiles proportionnellement plus élevé à des pays moins développés, voire sous-développés, où le diagnostic est parfois totalement absent. Et ça, c'est ce que je voulais vous montrer sur cette map monde. Vous voyez que dans certains pays industrialisés et très développés, les États-Unis, l'Europe, on a une concentration de patients hémophiles qui est très élevée. Et dans certains pays, notamment d'Afrique centrale, vous voyez c'est en blanc, il y a des patients qui sont totalement méconnus, le diagnostic n'est quasi pas possible. Donc ça montre vraiment les disparités en termes d'accès, premièrement, au diagnostic. Et sans diagnostic, c'est difficile aussi de soigner correctement les patients. Donc ça, c'est vraiment un besoin criant qui se voit à travers cette diapositive. Alors, les traitements de l'hémophilie, M. Hermans en a déjà touché un petit mot, et Sébastien continuera. Ce sont les traitements par injection de facteurs de coagulation, facteur 8, facteur 9, avec pour objectif certainement de limiter les saignements. On fait des soins qui sont extrêmement poussés, avec des examens très sophistiqués. On fait des IRM de cheville. Sébastien vous en touchera un mot. On fait des analyses tridimensionnelles de la marche. Tout ça pour finalement permettre aux enfants en priorité de pouvoir vivre normalement, de pouvoir faire du sport. Et ce petit garçon, grâce à son traitement, peut profiter d'activités sociales et sportives quasi semblables en respectant quelques précautions, bien sûr. On ne va pas lui dire d'aller faire du kickboxing comme activité, ça c'est clair. Donc les besoins et les attentes de nos patients belges, nos patients européens, américains, canadiens, c'est un monde avec zéro saignement. Et ça c'est vraiment
tout le travail des équipes de chercheurs qui cherchent à mettre au point des nouveaux traitements, c'est avant tout de ne pas saigner pour que nos patients aient des articulations normales. Alors normal, j'ai mis entre guillemets parce que tout est relatif, mais en tout cas extérieurement normal. Avoir une vie active sur le plan social, professionnel, familial, ça c'est vraiment le but ultime de notre traitement. Mais également améliorer les facteurs de coagulation. Monsieur Hermans vous a montré ces facteurs qu'on injecte et puis 72 heures plus tard, il faut recommencer. Il y a énormément de travail dans l'industrie pharmaceutique pour développer des facteurs de coagulation de longue demi-vie en les modulant, en les associant à des protéines, etc. pour améliorer leur durée d'action. Et bien sûr, en modifiant ces facteurs de coagulation, on veut absolument conserver la sécurité des produits pour ne pas revenir à des conséquences comme on a déjà connu. En modifiant ces molécules, on injecte aussi d'autres produits dont on ne connaît pas toujours à long terme les conséquences. Alors les bilans génétiques, c'est critique de faire des bilans génétiques pour plusieurs raisons, pour pouvoir identifier formellement les conductrices dans la famille par exemple, mais pour savoir aussi quels patients pourraient être plus sensibles à développer les fameux anticorps, les fameux inhibiteurs. Et parfois nous rencontrons des patients et dans nos décisions de traitement, on regarde les analyses génétiques et on décide si on va prendre le risque de l'exposer ou non à certains facteurs de coagulation. On n'en a pas encore beaucoup parlé, mais le diagnostic génétique permet également d'effectuer ce qu'on appelle des diagnostics préimplantatoires. On peut maintenant, dans certaines familles des décisions de couple où on ne souhaite pas avoir d'enfants hémophiles, en ayant recours à la fécondation in vitro, pouvoir identifier les embryons mâles et féminins, et dans les embryons masculins, identifier lesquels sont porteurs de la mutation et donc qui sont des potentiels hémophiles et de réimplanter ou pas certains embryons. La thérapie génique, ça c'est tout un rêve et on espère que dans les prochaines décennies, on pourra vraiment guérir les patients hémophiles. Pouvoir avoir accès à un traitement, ça veut dire aussi pouvoir bénéficier d'opérations chirurgicales complexes. Et donc maintenant, je pense que dans notre pays, on peut vraiment se dire que des patients hémophiles, même si c'est toute une organisation, on arrive à les opérer et les traiter comme les autres patients. Et bien sûr aussi la qualité de vie, l'épanouissement psychologique. Mais tout ça a un coût, et tout ça a un coût qu'il faut justifier auprès de la société et auprès des décideurs. Donc actuellement en Belgique, nous dépensons 7 unités de facteurs coagulants par an et par habitant. Dans notre jargon, on appelle ça per capita. Ça représente en pratique plusieurs dizaines de millions d'euros par an pour le budget de la santé qui sont consacrés donc aux patients hémophiles. Ce n'est pas pour stigmatiser les patients, mais c'est pour montrer que tout ça a un coût et que donc il faut vraiment préserver la possibilité et l'accès aux patients. Alors tout ça a un coût, mais il faut savoir que ces coûts varient et que dans le monde, les traitements ne sont pas aussi coûteux en fonction de plusieurs paramètres. D'abord, le type de système de santé, l'organisation des soins, la compétition qu'on impose parfois à l'industrie pharmaceutique. On a en Belgique la liberté d'utiliser les médicaments qu'on souhaite et donc on peut avoir aussi recours à diverses marques. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Les décideurs des soins de santé et les payeurs se réunissent une fois de temps en temps et disent à toute l'industrie pharmaceutique, vous nous donnez un facteur de coagulation le moins cher possible, ils les mettent en compétition et puis ils choisissent celui qui est le moins cher, et c'est ce produit-là qui est imposé et qui est remboursé dans le pays. Et puis tout dépend bien sûr des ressources propres à chaque pays. Alors, ça ce sont les photos d'enfants qui vivent dans des pays où les ressources sont limitées en termes de la santé. Ce n'est pas dans un but de sensiblerie, mais plutôt de sensibiliser à ce problème. Donc vous voyez, ce petit garçon qu'on a rencontré en Côte d'Ivoire, il a 6 ou 7 ans, eh bien, il a une articulation qui est complètement détruite. Ça veut dire que cet enfant est déjà handicapé, qu'il ne va probablement pas à l'école, qu'il ne sort pas beaucoup de chez lui et qu'il a pas mal de douleurs qui sont liées à cette arthropathie. Et ce petit garçon ici, qui a un saignement dans son coude, on a dit de le mettre au repos, mais vous voyez cette petite attelle de fortune. Donc éventuellement, ils ont recours à de la glace qui les soulage ou à des béquilles. Mais souvent, ça se limite à ça.
Et nos objectifs, évidemment, pour les pays en voie de développement, c'est d'améliorer la situation. Mais comme ça coûte très cher, il faut quand même être réaliste. Donc les facteurs de coagulation comme nous avons ne sont pas toujours accessibles, mais il existe. Les cryoprécipités, donc ce sont les fameux concentrés extraits du plasma, qui dans certains pays, même en voie de développement, sont maintenant extraits avec une qualité similaire à ce qu'on fait chez nous. On a bien sûr besoin de kiné, de physiothérapie, Sébastien reviendra là-dessus, et de mesures d'immobilisation relative lorsqu'ils font des saignements pour les soulager, et on espère arriver à un enfant qui peut s'épanouir dans sa vie de tous les jours. Alors, quelques besoins et attentes pour les patients, vous verrez qu'ils ne sont pas tout à fait les mêmes pour le moment, mais on espère qu'un jour ce seront les mêmes que pour nos patients. Mais ce n'est pas avoir zéro saignement, c'est au moins de pouvoir traiter les saignements. Beaucoup de personnes saignent et n'ont pas de traitement actuellement. Et au moins pour les enfants, de pouvoir introduire ce qu'on appelle la prophylaxie, donc les traitements répétés pour que justement les articulations ne soient pas détruites très tôt dans la vie. Les hémophiles où il n'y a pas de traitement ont une espérance de vie qui est beaucoup plus faible que la moyenne. Et l'objectif, c'est qu'ils ne décèdent pas tôt dans la vie d'une hémorragie et qu'ils puissent au moins avoir une espérance semblable à la population générale de leur pays. Pour bien les traiter, c'est critique de faire un bon diagnostic. Beaucoup de patients, on ne sait pas. On sait qu'ils saignent, on se dit oui, ils doivent être hémophiles, c'est peut-être une autre maladie de la coagulation. Ce n'est pas clair. Soulager la douleur, éviter les handicaps lourds et puis pouvoir aller à l'école, pouvoir travailler, ça nous semble normal, mais ce n'est pas la réalité de tous ces patients. Les femmes, ça c'est très important aussi, identifier les femmes conductrices et pouvoir les informer. Beaucoup de femmes ne savent pas qu'elles sont conductrices et donc ça c'est vraiment très important de pouvoir les informer à ce sujet, tout en respectant l'aspect socioculturel. Il ne faut pas qu'elles soient stigmatisées non plus dans leur société. Et puis tenir compte de certaines coutumes et traditions. Dans certains pays, la circoncision, ça reste quelque chose qui est important, et de pouvoir faire ce genre d'acte dans des situations de coagulation correctes, c'est important de pouvoir le promouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on espère justement en essayant d'introduire ou d'augmenter l'accès aux facteurs de coagulation? Donc, quand on a moins d'une unité de facteur 8 par tête d'habitant, eh bien, donc on a une espérance de vie réduite, mais dès qu'on arrive à introduire même un traitement à minima, on peut déjà permettre au moins de survivre en cas d'hémorragie sévère. Quand on augmente encore, on arrive à des traitements épisodiques d'hémorragie, on peut opérer les patients, on peut éventuellement les traiter plus intensivement en cas de saignement articulaire. Et puis quand on arrive aux fameuses 5-7 unités, c'est ce qu'on a chez nous, je vous le rappelle, eh bien on peut faire ce qu'on appelle la prévention, la prophylaxie dès le plus jeune âge, et éventuellement des traitements d'élimination des inhibiteurs qui nécessitent des quantités extrêmement importantes de facteurs de coagulation. Alors voilà de nouveau une carte de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Vous voyez que la consommation de facteurs de coagulation dans le monde, elle est de nouveau limitée à des pays qui sont développés et que dans certaines parties du monde, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique centrale, la consommation est quasi nulle. Alors je ne vais pas vous faire trop de diapositives de statistiques, mais simplement pour vous donner une idée visuelle, voilà un récapitulatif de la consommation de facteurs de coagulation en Afrique, donc le nombre d'unités par tête d'habitant en 2014. Et vous voyez qu'à part l'île Maurice et l'Afrique du Sud, ils sont quasi tous proches de zéro. Et voilà ce qui se passe dans les pays européens. Donc vous voyez qu'on est vraiment bien au-delà. La Belgique se situe plus ou moins au même niveau que la France, avec 6 unités par capita, mais dans les pays nordiques, on peut monter beaucoup plus haut. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une disparité importante dans les pays à travers le monde. Alors bien sûr, vous l'avez bien compris, tout ça est lié au niveau économique des pays. Et au plus on aura un niveau économique élevé, au plus on pourra consacrer de l'argent. Et vous voyez ici que la consommation de facteur 8 par habitant en fonction du niveau économique, au plus on descend au niveau économique, au moins on va avoir de consommation. Même chose en fonction, là c'est la quantité de facteur 8 par an par habitant. Vous voyez que dans les pays riches, on peut être à des 90 000 unités par exemple par an.
et que dans les pays pauvres, eh bien, on n'est qu'à 2-3 000 unités. Donc 2-3 000, c'est 2-3 flacons, hein, donc ça fait 2-3 injections, tandis que les personnes ici, ils font 80 ou 90 injections par an. Et cette disparité, malheureusement, comme dans le reste du monde, l'évolution de facteur 8 augmente avec les revenus et la disparité, la ligne bleue, ce sont les pays dont les revenus moyens sont très faibles et vous voyez que cet écart, elle a tendance encore à se creuser. Donc il faut tout faire pour réduire cet écart. Et ça, c'est la campagne de la Fédération mondiale de l'hémophilie, donc qui s'appelle Close the Gap, donc vraiment essayer de réduire cet écart. La Fédération mondiale de l'hémophilie, c'est une des associations de patients les plus puissantes au monde, si pas la plus puissante, qui a vraiment des interactions très très intenses avec les politiciens, avec les décideurs, avec les médecins. Donc leur objectif, c'est d'atteindre un traitement pour tous, d'avoir un traitement aussi stable dans le temps, de ne pas avoir de rupture de stock. Leur constat, c'est qu'il y a clairement une grande disparité et un manque pour toute une série de personnes, donc il y a un besoin urgent pour toute une partie de la population et qu'il faut absolument que les compagnies pharmaceutiques, les médecins, les décideurs politiques se mettent ensemble pour réduire cet écart. Alors pour pouvoir justement réduire cet écart, il y a ce qu'on appelle les jumelages ou les twinning. C'est un système qui permet à un centre d'un pays développé de s'associer, de créer un partenariat avec un centre d'un pays moins développé pour améliorer la prise en charge des patients dans ce pays. Alors, le jumelage, ça ne veut pas dire transposer notre façon de travailler dans un autre pays. Ce serait une erreur de penser ça. Chez nous, un patient qui saigne, on dit administrez-vous 2000, 3000 unités de facteurs. On ne peut pas aller dire ça à un pays où ça n'existe pas. Donc il faut vraiment arriver avec des propositions concrètes et compatibles avec la situation locale pour permettre d'améliorer la prise en charge des patients dans les pays où les ressources sont limitées. Et l'objectif, c'est surtout de former les médecins, les infirmiers, les kinés, les biologistes locaux à prendre en charge l'hémophilie, soit en se rendant sur place, soit en faisant venir ces personnes chez nous et en essayant de leur transmettre au mieux nos connaissances. Alors, l'hôpital Saint-Luc, notre centre, participe à ces jumelages. Nous sommes donc en partenariat avec la Côte d'Ivoire, on y retournera bientôt et nous avons la chance d'avoir un de nos collègues ivoiriens qui passe maintenant une année dans notre service pour essayer de voir comment nous fonctionnons et pouvoir ensuite implémenter des nouveautés chez lui. Donc nos objectifs, il y en a plusieurs, mais c'est d'abord de pouvoir identifier correctement les troubles de la coagulation dont les patients sont atteints. Et il n'y a pas que l'hémophilie, il y en a d'autres. D'améliorer les traitements conservateurs. Il y a un énorme travail pour la physiothérapie. Sébastien vous le dira, avec juste ses mains, on arrive déjà à faire des merveilles. Et puis il faut essayer d'améliorer l'accès au concentré, parce que sans le facteur 8 ou le facteur 9, malheureusement on continuera de saigner. Donc on a un travail de discussion avec les autorités locales pour essayer d'investir, ne fût-ce que pour les enfants, et de sensibiliser aux bienfaits de la prévention. Et puis bien sûr, il faut travailler avec l'association de patients locales qui nous aide dans toutes ces démarches. Alors je vais conclure aussi sur un autre aspect, ce sont les études cliniques. L'hémophilie, on ne peut pas avancer dans le monde de l'hémophilie sans travailler avec des études cliniques qui vont permettre d'améliorer la prise en charge des patients. Et là, de nouveau, vous voyez des grandes disparités dans le monde. Ça, donc, en vert, vous avez donc le nombre d'études les plus faibles et en rouge, les plus hautes concentrations. Vous constatez de nouveau que les études sont surtout dirigées aux États-Unis, dirigées en Europe, et qu'il y a donc toute une série de pays qui sont quasi pas ou très faiblement représentés dans ces études. Alors, là, il y a quand même un leurre. Donc ça, c'est ma collection personnelle de patients. Donc, vous ne pouvez pas dire que ces patients sont tous les mêmes. On ne peut pas comparer ethniquement ces trois personnes. On ne peut pas comparer ces personnes non plus sur le plan de leur masse musculaire, de leur masse grasse ou de leur masse maigre. Et donc, faire des études concentrées uniquement dans certains pays du monde, c'est parfois difficilement transposable. C'est transposable grosso modo,
mais c'est difficile de dire que ça correspond à la réalité si on va traiter des patients dans le reste du monde avec les mêmes produits qui ont été testés dans une zone hyper concentrée. Donc ça, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est que dans toutes ces études, on donne le traitement aux patients durant la période de l'étude. Ça veut dire aussi qu'il y a une concentration parfois dans certains pays où les gens n'ont pas accès. Parce que pour les patients, la motivation, c'est pas de faire avancer la science, c'est au moins de pouvoir être traité. Et ça, c'est très important aussi. Ça veut dire aussi que dans les pays où maintenant les gens ont un accès, comme chez nous en Belgique, quasi illimité au traitement, il y a parfois des difficultés de faire participer les gens aux études parce qu'ils ne voient pas trop l'intérêt. Qu'est-ce que ça va changer dans leur vie de tous les jours? Participer à une étude, c'est parfois contraignant. Et donc d'un côté, il faut vraiment stimuler les gens à participer. Ici, c'est une campagne donc, pour essayer d'inciter les gens à participer aux études. Et de l'autre côté, certaines personnes participent vraiment parce que c'est leur seule chance d'avoir accès à un traitement.